Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, dit-on. Eh bien, celle-ci va ressembler étrangement à celle que vous avez vécue la semaine dernière, en tout cas en ce qui concerne les chroniqueurs. Puisque pour ce 178e épisode, on retrouve le même duo que la semaine dernière, à savoir Sébastien et Xavier. C'était pas vraiment voulu, hein. Il est toujours aussi gris. Et toujours aussi jaune. Oui, mais par contre, son micro va beaucoup mieux. Ah, ouais. ça, je tiens à le préciser, parce qu'on avait eu quelques remarques. Comme ça nous permet d'attaquer directement le courrier des auditeurs, hein, sans aucune transition, aucune. C'est vrai que vous nous aviez fait quelques remarques par rapport au nouvel habillage, etc., des trucs plutôt positifs de manière générale, mais également le petit problème de son que j'avais soulevé d'ailleurs pendant l'enregistrement, le problème de son de Sébastien. On l'a trouvé. A priori, Sébastien, tu peux compter jusqu'à 3, s'il te plaît. par contre, il ne nous entend plus. Son micro fonctionne très très bien, mais ses écouteurs plus du tout. C'est ça, Sébastien, c'est l'idée. Un. Il le fait exprès. 2. Voilà. Désolé pour le petit son. C'est la faute à Windows. Oui, c'était un petit peu ça, en fait. Effectivement, c'était effectivement. Windows 10, ils ont franchement bien caché le truc pour augmenter le volume. micro. Je ne sais pas pourquoi ils font des choses pareilles. Je comprends pas. C'est un petit peu particulier. Autre remarque formulée également par rapport à cette nouvelle idée qu'on a instaurée cette 5e saison, qui est la segmentation sujet par sujet, lettre par lettre de chaque épisode, en tout cas de l'épisode précédent, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de notifications. Enfin, les notifications, c'est pas encore trop un problème. Je pense que c'est quand on utilise l'application YouTube, parce que là, c'est essentiellement, et c'est même uniquement pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube, que cela pose un petit souci. C'est juste un petit souci. C'est qu'avec l'application, vous avez du coup 10, 12 sujets des technos qui sont l'un derrière l'autre dans votre timeline, hein, dans vos abonnements. Voilà, ça, on est un petit peu tributaire de la manière dont fonctionne l'application. Ça, on est un petit peu désolé. Donc, on va essayer de peut-être diluer la diffusion des différents sujets. L'idée, c'est étant effectivement d'être mieux référencé par YouTube, parce que YouTube a un petit peu tendance à privilégier les vidéos un peu plus courtes que celles que nous avons l'habitude de faire. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des sujets plus courts et des sujets uniques qui vont peut-être intéresser une autre personne qui ne connaissent pas les technos, et ainsi ramener du monde, comme on dit, hein, rabattre du monde vers les technos pour se faire connaître, pour nous aider à mieux nous faire connaître. Donc on va essayer encore un petit peu, hein, si ça vous embête vraiment, et qu'on a beaucoup de critiques et qu'on voit que le résultat n'est pas probant, on arrêtera, évidemment, parce qu'on n'est pas non plus complètement jum. Donc ça, c'est sûr. Si ça fonctionne bien et que ça donne les résultats espérés, ça ramène des filles. Que ça ramène des filles surtout, hein, parce que c'est ça le problème, des filles essentiellement. C'est un petit peu ça notre souci. Donc si ça fonctionne bien, on continuera. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours la possibilité de nous regarder ou nous écouter via les plateformes de podcast comme iTunes par exemple. Le podcast vidéo en lui-même, c'est un petit peu bizarre, mais il n'y a que iTunes qui le propose, me semble-t-il, mais peut-être qu'on est disponible ailleurs également. Et puis en son, vous le savez, sur SoundCloud, et là sur toutes les plateformes de podcasting en général, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai reçu juste encore une petite critique par rapport à l'application Google Podcast, qui est assez récente d'ailleurs, et apparemment les nouveaux épisodes, les nouveaux numéros ne remontent pas dans l'application de Google. C'est pas de notre faute, c'est leur application qui est codée avec les pieds, et donc du coup certains podcasts, on n'est pas les seuls, ne remontent plus dans l'application podcast. On n'est pas les seuls à se plaindre, donc à mon avis c'est quelque chose qui va bouger dans les années à venir. C'est Google, hein, donc c'est pas pour tout de suite à mon avis. On a déjà attendu assez longtemps pour avoir une application podcast qui fonctionne chez eux, donc ça me paraît quand même, voilà, ça va pas durer encore un petit temps. Je sais pas si mes petits camarades avaient un commentaire supplémentaire à faire par rapport à tout ça, et avant d'entamer bien entendu notre abécédaire classique. Rien de particulier, non. Voilà, c'est très bien, donc je pense qu'on peut passer à la première lettre de notre abécédaire.
A comme apps, bah voilà, je savais que je ne trouverais pas là mon titre, c'est pas grave, je le trouve là-bas sur l'écran tout simplement. Une app Google qui vous permet de comparer des œuvres d'art, c'est pour qui cette histoire-là? C'est pour moi. C'est pour lui. Et on va passer du côté de Google avec l'application Arts and Culture qui, en fait, est une application, comme le nom l'indique, qui permet d'avoir plus de renseignements sur tout ce qui est tableau, peinture, statue, donc un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans les musées en général. Mais il y a une fonction qui était sortie déjà il y a un petit temps aux États-Unis et qui permettait à un utilisateur de prendre un selfie et d'être comparé à une œuvre d'art existante. Alors, on peut voir ici, pour ceux qui ont l'image, il y a une personne asiatique là qui a une image qui lui ressemble vaguement, et puis on a parfois des effets un petit peu particuliers, puisqu'on a des personnes qui ont une ressemblance, parfois que l'algorithme considère comme étant ressemblant à 30%. On voit une jeune femme qui ressemble à un mec déjà assez âgé, avec une moustache, un bouc, etc. Moi, j'ai fait le petit test. Je vous invite à le faire, à la limite à nous envoyer des petits screenshots. Alors, pour ceux qui ont l'écran, je vais faire ça. Je vais essayer de mettre ça bien. C'est plutôt comme ceci. Un peu plus au milieu. Mais là, il est passé en mode sombre, ton écran. Donc, il est passé en mode sombre. Voilà. Alors... Voilà, c'est pas facile. C'est pas simple. Voilà, donc là, je crois que c'est bon. Donc là, on voit un premier exemple, mais l'application va proposer différents trucs. Alors ici, en fait, ça n'a pas bien fait la différence avec le fond, et donc je me retrouve chauve, un petit peu comme le Seb avec une barbe. Et donc tu es comparé à quelles œuvres d'art? Parce que ce serait bien de savoir quelles sont les œuvres en question. Alors, il y a le nom des œuvres d'art, mais ici, ce sont des œuvres qui ne sont pas spécialement connues pour ma part, avec quand même un Asiatique dans le tas. D'accord. Donc, ils ont quand même reconnu les yeux bridés. Oui. Mais il y a la description des œuvres d'art, mais ici, c'est pas des œuvres super connues, en tout cas par moi. Et on a des résultats avec des matchs sur le test que moi j'ai fait de 50 à 58%, ce qui reste quand même très très vague comme application. Donc c'est marrant à faire une fois, mais je pense qu'on a vite fait le tour. On peut se poser des questions quand on est comparé à une œuvre abstraite, par exemple, un Picasso ou un truc du genre. On peut se dire, voilà. Ça peut être étonnant. Mais je serais curieux de savoir parce que dans les articles que j'ai vus, il y a des personnes pour qui il y a effectivement une ressemblance assez frappante. Et donc, je pense que c'est simplement que la galerie n'est pas encore assez étoffée. Et que du coup, il n'y a pas assez de ressemblance avec tout le monde, quoi. Ici, à 3, on ne se ressemble pas du tout. Non, effectivement. Notre application ne fonctionne pas très bien. À ce niveau-là, c'est un petit peu particulier. Bon, je ne sais pas ce qu'on pense. Il suffit d'installer l'application Arts and Culture. On l'installe, on navigue dessus et on va pouvoir après avoir la proposition de faire un selfie et de comparer ça. Juste une précision, à partir depuis l'épisode précédent, tous les liens ne sont pas uniquement sur lestechno.be, mais sont également disponibles en description sur YouTube ainsi que sur SoundCloud. Tout ça est perfectible, Sébastien. On attendra que ce soit perfectionné pour pas avoir de désillusion en utilisant l'application, ou on le fait tout de suite, on teste tout de suite le truc. Non, moi j'essaye pas l'application. J'ai pas envie de savoir que je ressemble à la Joconde ou un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Ok, je crois qu'on peut passer à la lettre suivante. Comme espace, on va prendre un petit peu de hauteur et de distance également, puisque du côté du Japon, on va tester un ascenseur vers l'espace, n'est-ce pas? Ouais.
Donc voilà, l'espace, c'est aussi un des points qui m'intéresse. Ici, on est clairement dans la technologie aussi, puisque des chercheurs de l'université de Shizuoka veulent faire un test sur un ascenseur spatial qui va relier la Terre vers l'ISS, donc la Station spatiale internationale, dans le but de transporter des biens et des personnes dans une cabine qui serait reliée, donc qui va monter et descendre le long d'un câble. Alors, ils vont faire évidemment pas un test grandeur nature pour le moment. Ils vont d'abord envoyer 2 mini-satellites cubiques de 10 cm qui vont être reliés par un câble de 10 mètres de long. Ils vont décoller, ils vont envoyer ça dans l'espace depuis le centre spatial de Tanegashima le 11 septembre prochain. Et en fait, il y aura un petit conteneur motorisé qui va simuler l'ascenseur et qui voyagera le long du câble tout en étant filmé par des caméras installées sur les petits satellites. Alors, ils ont relevé déjà différents obstacles par rapport à cette technologie. C'est de trouver des câbles qui soient capables de résister sur la longueur aux rayons cosmiques. Donc là, ils ont pensé pour le moment à des nanotubes de carbone. Et il y a aussi le problème de la transmission du courant électrique depuis la Terre, donc sur le lien Terre-Espace, et le fait de devoir éviter des collisions avec les débris, les météorites, etc. Le but de ces démarches, c'est pas juste un exploit technique, évidemment, c'est de diminuer les coûts et les risques des voyages spatiaux. Ils estiment qu'ils pourront passer, par exemple, pour un rapport, quand on met ça en relation avec 1 kilo, à un coût de $22 000 et le faire descendre à $200. Donc c'est quand même un intérêt économique certain, tout en ayant tout de même un trajet d'une durée de 8 jours pour rejoindre l'ISS à une vitesse de 200 km/h. Donc, est-ce qu'on verra un jour un ascenseur? On en parle depuis des années, même dans la littérature. Moi, j'ai 2 questions. Alors, d'abord, quelle musique on va mettre dans cet ascenseur? Il ne faudra pas être claustrophobe non plus. Il faudra voir avec qui on prend l'ascenseur aussi, parce que des fois, c'est vrai que, bon, sur plusieurs étages, sur un étage à la rigueur, passe encore, mais sur plusieurs étages, des fois, c'est quand même un petit peu éprouvant. Mais alors, ce que je ne comprends pas... Il ne faut pas qu'il ait mangé de l'ail, par exemple. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tient ce câble. Parce que, enfin, je sais pas, moi, dans ma tête, au niveau physique, j'ai du mal à comprendre, moi. Parce qu'il y a le poids du câble aussi. Enfin, je veux dire, c'est... c'est certain. Alors, moi, je n'ai pas les réponses à ces questions-là. Pour le moment, ils vont pas faire un test même sur la Terre en mettant un câble à quelques kilomètres de long. Ici, c'est vraiment un test d'abord sur un câble de 10 mètres de long dans l'espace, donc on est encore très loin d'une situation proche de la réalité, quoi. Moi, je trouve ça... Enfin, si ça marche, c'est génial, mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est un coup de bluff. J'ai pas... Sébastien, il a l'air dubitatif aussi, j'ai l'impression, non? Je sais pas, il n'y a pas moins cher, on peut pas commencer par des escaliers? Ouais, un escalier mécanique, tu vois. Un escalator ou un truc. Ouais, voilà. Il n'y a qu'en Belgique qu'on dit escalator, hein, me semble-t-il. C'est vrai? Voilà. Oui, je pense. Voilà. Donc, et comment on dit alors chez nos amis Des tapis roulants, c'est pas ça? Oui, des tapis ou des... non, c'est pas un tapis. Des escaliers mécaniques, non? Quelque chose comme ça. L'escalier qui va tout seul, quoi. Allez, amis français, aidez-nous. En Belgique, on dit escalator. Chez vous, comment dit-on? Et chez vous, en Suisse, ou chez vous, au Québec, comme ça. J'adore. Tu vois, quand tu t'adresses aux Français, tu articules bien pour qu'ils comprennent, tu vois. Oui. Comment dis-tu... Oui, c'est ça. Je parle plus fort. Comme si c'était sourd. Alors, amis français. Non, mais c'est vrai. Des fois, on a des expressions, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà. Bref. J'ai la réponse. Donc, c'est escalier mécanique, appelé aussi escalier roulant ou escalier mobile. Ben voilà. Il suffisait de le dire. Pas plus compliqué que ça, quand même. Bah oui, croulant. Bref, une innovation technologique, on attend de voir quand même. Hein, soyons clairs, parce que c'est pas vraiment pour... Il y a une échéance, tu l'as dit, je pense. Je sais plus. Ils vont lancer les petits satellites là, le 11 septembre prochain. Oui. Est-ce que l'objectif pour arriver... À mon avis, on est encore loin. J'ai pas lu l'info, mais... Bon, la date est bien choisie, hein. Soyons clairs. Allez, on passe à la suite.
F, la lettre F comme Facebook. On va parler de Facebook qui demande l'aide du Sénat. Je ne sais pas qui nous en parle, c'est Sébastien cette fois-ci. Ah, ouais, voilà, C'est il lève moi, la main, c'est moi. très bien. Ouais. Ouais, c'est moi, coupable. Ce petit truc, mais ça m'a fait sourire en lisant ça, parce qu'effectivement, d'abord, il a été, notre ami Mark Zuckerberg a été se faire cuisiner pendant des heures et des heures sur toute la manière dont Facebook a influencé les élections américaines Mhm. et la manière dont effectivement les données sont retrouvées dans des sociétés qui ne devaient pas. Et ici, en fait, ils essayent de faire un petit peu amende honorable. Et c'est la COO, c'est une gentille petite dame, on n'en voit plus Mark Zuckerberg ce coup-ci. C'est Sheryl Sandberg, dame a l'air fort sympathique, ma foi. Mhm. Et en fait, donc elle va demander l'aide du Sénat parce qu'elle dit, nous, bah voilà, on travaille pour supprimer les faux comptes, on travaille pour effectivement taguer les fausses news, pour interdire la publicité, enfin certaines publicités politiques, ou en tout cas améliorer la transparence pour ça, encourager les utilisateurs à voter. Enfin, ils disent, nous, on fait tout ce qui est bien, parce qu'on a toujours été super bien, mais on va jamais savoir tout faire tout seul, tu vois. Donc il faut que l'État nous aide et nous donne les moyens de... Alors, je sais pas si c'est des moyens financiers qu'ils cherchent, mais en tout cas, ici, ils parlent surtout de moyens techniques en disant, bah, les gars comme la NSA, ils ont certainement plus de moyens que nous pour pouvoir comprendre ce qui se passe parfois sur le réseau. Eh bien, il faut nous aider. Donc, je sais pas trop dans quel sens il faut lire cette news, si c'est un petit peu réellement amende honorable et on va chercher des infos au point de vue gouvernemental en disant aidez-nous parce qu'on va pas y arriver tout seul. Parce que c'est vrai que la NSA a des moyens beaucoup plus intéressants, enfin beaucoup plus puissants que Facebook, et encore quoique. Ou si c'est juste un coup de publicité, bah ça, on verra sur les prochaines élections, en tout cas mi-terme américaines, qui sont effectivement ici fin d'année. Ouais, c'est ça, fin d'année, c'est cette année, hein, je suis pas fou. Mi-terme, oui. Mi-terme. Donc voilà, ici c'est important et on verra ce que ça donne, si oui ou non il y a encore un dérapage. Voilà, à suivre. À suivre. Je pense que c'est un appel à l'aide, mais c'est un appel peut-être à la communauté, je vais dire presque mondiale, d'essayer de trouver à trouver des règles, à édicter peut-être des règles, que tout le monde soit d'accord sur ces règles à un moment donné, pour éviter qu'il y ait des dérapages de ce genre-là, non? C'est pas dans cet esprit-là. Enfin, j'ai pas lu l'article, hein, donc voilà. Non, oui, c'est pas que les règles, parce que les règles, c'est encore plus ou moins facile. Tu peux facilement définir que tu peux pas, ou tu peux, mais moyennant les limites de budget, faire de la publicité, influer les campagnes, faire les électeurs, etc. Tu pourrais facilement mettre un truc sur papier. Mais après, il faut réussir à contrôler ça. Et là, c'est vraiment plus difficile. Savoir que des gens ont acheté des données pour pouvoir influencer. Parce qu'en plus, on slalome quand même à côté c'est pas vraiment on n'est pas contre la loi enfin il y a un vide juridique quelque part aussi qui existe. Il y a une application, je pense, qui s'appelle Nation Builder, me semble-t-il, qui est une espèce de gros CMS, mais qui en même temps fait de l'analyse de comportements sur les réseaux sociaux, etc., et ramène plein de statistiques sur les comportements, mais permet aussi d'influencer par le biais de messages et par l'envoi de messages à certaines catégories de public, etc. C'est du marketing poussé à son plus extrême, et pour de la politique, mais il n'y a rien de fondamentalement illégal là-dedans, même si d'un point de vue moral on peut poser des questions, mais légalement il n'y a rien, il n'existe rien. C'est peut-être ça aussi qu'il faut faire bouger. C'est majoritairement une question de moralité, mais voilà, la politique a toujours été un peu un grand jeu de marketing et de relations publiques. Bah, maintenant les moyens sont là pour ceux qui ont de l'argent pour pouvoir l'influencer en masse. C'est là la problématique, c'est qu'avant Facebook, si tu voulais toucher tous les Américains, tu devais faire des campagnes de dingue en télé ou en porte-à-porte, où tu avais des gens, ce qui ne se fait pas chez nous, et qui le jour avant les élections, le jour de l'élection, des milliers d'Américains qui téléphonent des coups de fil à tous les pour dire faut aller voter pour Trump, faut aller voter pour... Donc pour décider en dernière minute, c'est pas dans nos gènes, en tout cas en Europe, ce genre de pratique. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est 100 fois plus facile que de devoir décrocher un téléphone. Ouais. Voilà, tu fais une pub, tu touches tout le monde sur Facebook, et voilà.
Tu fais bien de le préciser aussi, c'est que tout dépend du système électoral aussi du pays. On parle souvent de ces grands électeurs aux États-Unis qui sont aussi probablement influençables à certains égards. Enfin voilà, tout ça est assez compliqué en fait, assez complexe. C'est passionnant en même temps, mais ça fait un peu flipper de temps en temps. Faut bien le reconnaître aussi. Soyons clairs. Ok. Oui, on approche d'un système type Continuum pour ceux qui ont regardé la série, où on est plutôt dans comment dire, un système politisé, mais géré par du privé multinational, etc. Donc là, c'est un peu plus le sens, en tout cas, dans lequel va la démocratie américaine. Mais il n'y a pas de problème en Corée du Nord, par contre. Oui, c'est facile. Mais c'est ça. On peut aussi trouver l'autre extrême. Tu dis, c'est le système américain, c'est un peu le système européen aussi. Je rappelle que les lobbyistes ont leur propre bureau au sein des communautés européennes. Donc, ça existe à tous les niveaux, en fait. Voilà. Si je peux encore une dernière remarque, d'ailleurs, même au niveau lobbyiste, tu as des boîtes comme Google, qui j'étais il n'y a pas tellement longtemps, ils ont même les places devant chez eux réservées au corps diplomatique. Voilà. Donc c'est même pas caché, c'est juste là, voilà quoi. C'est ça, c'est juste magnifique. Bon, allez, on passe à la suite. On est à la lettre G comme Google. On a toujours des choses à dire sur Google. On parle d'une intelligence artificielle pour lutter contre les contenus à caractère pédophile. Et ça, c'est plutôt malin. Je ne sais pas qui nous a déniché cette news-là. Xavier, c'est assez bien vu. Alors effectivement, donc, il existe déjà une base de données qui est utilisée contre qui est utilisée par la plupart des outils qui visent à lutter contre la pédocriminalité. En fait, ils utilisent une base de données d'images et de vidéos qui ont déjà été identifiées comme étant un caractère pédophile et qui s'appelle Sésame. Alors, cette base de données, pour le moment, elle sert à comparer des images qui ont déjà été vérifiées. Et donc, il y a un outil derrière, par exemple PhotoDNA de Microsoft, qui va repérer, qui va analyser cette base, qui va les comparer avec des images, qui va identifier les contenus illégaux. Et ensuite, il n'y a pas besoin du coup pour une personne de vérifier si cette image-là est aussi à censurer ou pas. Le problème, c'est que si on n'a pas encore l'empreinte d'un fichier ou d'une image, on va devoir passer la main à quelqu'un. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des algorithmes ou quoi qui faisaient ça pour le moment. Il y a d'ailleurs un documentaire Arte qui s'appelle « Les nettoyeurs du web » qui montre des petites mains qui vont analyser image par image des centaines d'images et voir du contenu parfois vraiment horrible pour dire si cette image est à rajouter dans la base ou pas. Et donc la nouveauté ici, c'est qu'il va y avoir une intelligence artificielle qui va elle-même analyser le contenu des images ou des vidéos, qui va les trier, les hiérarchiser afin que il y ait déjà un nombre nettement moins important de contenus à analyser. D'après Google, il y a 700% de contenus illégaux qui auraient été analysés en plus sur base des algorithmes plutôt que devoir recourir à une comparaison par des humains ou autre. Donc cet outil est déjà utilisable, il est mis à disposition par ailleurs aux organisations et ONG via une interface de programmation qui s'appelle Content Safety. Et alors, si ceux qui veulent en bénéficier, ils doivent juste faire l'utilisation d'un formulaire en ligne pour faire la demande d'accès, quoi. D'accord, ok. Terrible, hein. Enfin, je trouve ça assez fou. Tu parlais des petites mains qui visionnent c'est leur métier, quelque part. Je pense pas qu'ils peuvent faire ça longtemps. Moi, j'ai pas vu le documentaire dont tu parlais et qui est diffusé sur Arte. C'est des gens qui sont payés pour toute la journée regarder des images sur lesquelles il y a eu des reports. Donc, tu sais, c'est comme sur Facebook, quand tu as quelqu'un qui tag du contenu comme non désirable, il y a quelqu'un derrière qui va encore examiner le contenu de ça. Alors, il y a déjà des petits algorithmes qui détectent certaines choses. On a déjà pu remarquer, par exemple, sur Facebook, que quand tu regardes le code d'une page Facebook, les images derrière sont taguées avec tout ce que l'algorithme pense
qui est représenté sur l'image. Donc c'est intéressant à faire si vous allez sur Facebook, vous regardez la source d'une image, vous allez voir que dans les tags, il va dire, voilà, là il y a un arbre, un vélo, un garçon, enfin voilà, ce genre de choses. Mais derrière, il y a quand même encore quelqu'un qui va analyser si le contenu lui-même est à caractère pédophile ou peut-être trop violent ou raciste ou autre. Voilà. Seb. Oui, et tu mentionnes ça sur Facebook, mais Facebook le fait pas pour déterminer, oui, il y a un arbre, c'est génial, on va faire une pub pour celui qui aime bien les arbres. À la base, normalement, c'est pour pouvoir aider, enfin, de mémoire, les personnes plus malvoyantes, parce que comme ça, tu peux mettre des tags, tu vois pas l'image, tu sais que la discussion se fait autour d'un arbre, d'une moto, ou que sais-je. Donc voilà, les deux vont ensemble. Il y a une véritable utilité à tous les niveaux de cette compréhension du contenu d'une image, dans l'archivage aussi d'images. Là, je pense plutôt à de la vidéo qu'à de la photo, quoique ça pourrait être également le cas. Je pense que les chaînes de télévision comme CNN utilisent ce type d'intelligence artificielle pour pouvoir dire, voilà, dans notre banque d'images, on a par exemple un président américain, n'importe lequel, Bill Clinton, avec son chien. On tape ces mots-clés-là et on retrouve les images qui correspondent, parce que l'algorithme a compris qu'il y avait un animal dans l'image et a compris que le président c'était celui-là, machin. Enfin voilà, il y a des intérêts comme ça à tous les niveaux, quoi. C'est un vrai but. C'est évident qu'ici, un des intérêts, c'est une AI qui est spécialisée pour détecter le contenu à caractère pédophile, mais si un algorithme est capable de faire ça, forcément, il va être capable d'analyser d'autres choses dans l'image et qui vont être utiles, par exemple, pour cibler du contenu. Et ça, on en parle un petit peu moins, mais c'est certainement une des autres utilisations qu'ils font de ce genre d'algorithme. En tout cas, c'est très utile, effectivement, dans le cadre de la news dont on parlait ici, pour lutter contre le contenu à caractère pédophile, je le rappelle. J'ai, comme Google encore, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, il y a des choses à dire de ce côté-là cette semaine. C'est le choix de Xavier et de Sébastien. Google qui communique des informations, et ça a ému certains autres chroniqueurs de l'équipe d'ailleurs. J'ai vu des discussions entre les deux Sébastien d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Sébastien. Non. Si, mais, c'est un sujet qu'effectivement j'avais partagé, ça m'a fait sourire, parce que j'avais suivi effectivement une conférence il y a quelques jours avant, dont Google parlait des outils qu'ils proposaient pour les retailers. Je trouvais ça assez intéressant, parce que voilà, on est dans le retail, il y a pas mal d'outils qui sont sympas, mais je n'avais pas toujours bien compris de comment ils pouvaient récupérer ces informations. Alors, il faut être très clair, parce que je pense que je ne l'ai pas dit. Alors, quand on a l'image, on peut lire le titre de la news, mais je ne l'ai pas précisé de quoi il s'agissait. Donc, c'est Google qui a un deal avec Mastercard. En gros, c'est ça l'idée. C'est ça. Ils ont un deal avec Mastercard. Parce que le principe de Google, c'est la problématique toujours quand tu fais de la publicité, ce que tous les médias ont, c'est pouvoir prouver que la publicité a rapporté suffisamment d'argent que pour pouvoir dire « faites encore une publicité, vous voyez, vous gagnez beaucoup d'argent ». Donc ça a toujours été un peu la problématique de Google, dire « mes AdWords, vous gagnez plus d'argent que vous ne dépensez, c'est grâce à moi, vous devez encore en dépenser ». Et ils faisaient ça à l'époque sur tout ce qui était e-commerce, où ils mettaient des tags pour dire si tu avais été jusqu'au paiement du panier, eh bien tu as vu, ça t'a coûté autant en clic, mais tu as rapporté autant en vente, eh bien c'est bénéficiaire, tu dois continuer à en faire. Le problème, c'est que Google s'est quand même rendu compte, comme d'autres, que eh bien, tu vas voir une publicité en ligne et pour nouveau sèche-linge X ou Y, mais le lendemain, tu vas pas l'acheter sur un site en ligne, tu vas aller l'acheter en magasin. Et ça, Google ne le sait pas. Et donc là, malheureusement, ils peuvent pas dire « ma pub a rapporté de l'argent ». Et donc la marque dit « bah non, ça rapporte rien ». Il se fait par contre que quand on regarde les enquêtes, et là ça vient plus d'articles, c'est vraiment, là, on vient sur pas mal d'autres contenus, c'est que 60% des achats sont influencés par des recherches en ligne, alors qu'il y a seulement 20% des achats, si on prend la globalité, qui sont faits en ligne. Donc tu vois qu'il y a une disparité qui est là entre aujourd'hui ce que tu fais réellement en ligne et ce qui est influencé. Et donc Google, évidemment, c'est pas à son avantage, et ils ont réussi à avoir un accord qui, malheureusement pour eux, n'est plus secret, mais il n'aurait pas dû l'être probablement à la base, leur permettait de récupérer les informations des paiements Mastercard
Donc Mastercard, Visa, tout ce qui... Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la Belgique, tous les moyens de paiement carte, donc Banque Contact qui est du débit, mais c'est aussi Visa qui est derrière, c'est Maestro, que ce soit Visa, etc. Tout est lié à la même chose. Et Mastercard donne effectivement, enfin vous donne, moyennant monnaie sonnante et trébuchante très probablement, des informations sur les paiements à Google. Google qui a effectivement après tout de suite réagi en disant oui, mais vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord si vous n'avez pas mis le cookie qui machin, etc. En attendant, Visa le fait, c'est pas le truc à laquelle tu t'attends quand tu prends une carte de crédit que tes données soient vendues à un tiers. Mais grâce à ça, ils arrivent quand même à lier plus de 70% des cartes de paiement aux États-Unis. Donc 70% des cartes de paiement aux États-Unis, tous les paiements débarquent chez Google. Il faut savoir, ça a été dit dans l'article, mais c'est pas la réalité. Visa ne sait pas ce que vous achetez, c'est juste que vous avez été dans une enseigne, vous avez dépensé pour X euros, mais elle n'est pas le détail de l'article. Donc Google qui voit une pub, qui balance une pub pour une chaîne, là effectivement on peut savoir que cette chaîne a réussi à avoir un achat dans son magasin, un client, mais par contre pour une marque, ils ne peuvent pas savoir que cette marque a réellement vendu un article. Alors pour le moment, ces infos ne sont pas disponibles pour tout le monde, c'est uniquement pour quelques retailers clés qui ont été sélectionnés par Google. Donc ça a malheureusement fuité dans la presse, ce qui fait très mal à l'image ici, parce que voilà, c'est un truc de nouveau qui était caché, et c'est pas une transparence énorme, alors que voilà, je comprends pourquoi la boucle est bouclée. C'est normal qu'effectivement Google ait envie de savoir, mais que ce soit fait par la société de paiement, là, ça pose peut-être un petit peu plus de problèmes. Ça dépend du public. J'ai envie de dire que ça dépend un peu du public. On peut s'en émouvoir parce qu'effectivement, c'est pas clairement défini comme ça. Enfin, c'est pas. Voilà. J'ai déjà vu des gens qui ont la carte, comme on dit, du magasin, donc celle qui permet d'avoir des petites réductions ou des cadeaux ou des choses du genre, et qui pensent que c'est tout à fait, c'est gracieusement offert, etc. Et qui quand on leur dit oui, mais c'est pour savoir ce que tu achètes aussi, ce qui est utilisé. Enfin voilà, c'est pour faire du ciblage. Ça c'est pas normal. Et donc tu vois cette information sur l'utilité et surtout ce qu'on appelle maintenant le big data, de manière générale, c'est un truc qui n'est pas encore bien intégré dans le public. Mais là, je dois défendre mon steak. Tu lis deux choses qui sont pas les mêmes. Le mec qui a pris une carte pour faire partie du programme d'une enseigne et qui a sciemment reçu les informations, que ce soit sur des brochures, des flyers, des machins, versus le mec qui fait un paiement. J'ai demandé une carte à ma banque. Mais ça, je veux dire, techniquement, aujourd'hui, la loi t'impose une information, quel que soit le moyen. L'information est disponible. Aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que cette information soit disponible quand je fais un paiement. De la même manière que je ne m'attends pas quand je m'inscris à une mutuelle que demain, ces données soient vendues à une société tierce. Il y a des choses qui se sont faites en Belgique par le passé, tout n'a pas toujours été hyper clean. Et je ne m'attends pas non plus quand je fasse un paiement en Belgique, parce que ici, on tape sur Mastercard, que les données du paiement, y compris parfois des informations sur la vente, enfin sur la personne, ils n'ont pas toutes les informations, mais ils savent, en tout cas le code postal dans lequel tu habites, soient vendues à des retailers. Il y a toute une série de choses qui sont pas transparentes, et je comprends ici effectivement qu'il y a une certaine levée de bouclier en disant c'est pas à Mastercard de faire ça. Si la chaîne veut calculer son ROI, c'est à eux d'effectivement de croiser ces données, peut-être en les donnant à Google, mais pour leur compte et pas globalement comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de se dire finalement, en tant qu'utilisateur, je parle là, utilisateur lambda, de se dire, dès le moment où j'utilise un moyen de paiement électronique, eh bien, c'est une information qui peut être éventuellement utilisée par un tiers. Voilà, et d'en avoir conscience. Oui, non, je suis pas d'accord. Je veux dire, j'estime avoir le droit à utiliser un paiement électronique sans que... au moins, j'estime avoir le droit de pouvoir le refuser. D'accord, ok. Donc, j'estime que le paiement électronique, c'est presque un droit aujourd'hui. Oui. Parce qu'en Belgique, on a interdit la facturation d'un surcoût quand tu utilises ce type de paiement. Il y a toute une volonté derrière. Faut pas
Faut pas se le cacher. On l'a mis en avant à l'époque en Belgique pour lutter contre la fraude, mais c'est surtout aussi parce qu'il y avait plein de problèmes au niveau des transports de fonds. Oui. Parce que quand on achète en cash dans une enseigne, ce cash il doit circuler et il doit retourner à la banque. Et pour ça, il y a des transporteurs de fonds. Encore On a eu récemment, tellement de braquages que oui, pousser ces paiements électroniques. Encore récemment, en Belgique, on a eu une vague d'explosion de distributeurs banque contact, comme on dit chez nous, donc de distributeurs d'argent. Il y a derrière tout ça une logique qui veut qu'on dématérialise l'argent pour faire des cartes électroniques, etc. Moi-même, je me surprends des fois à ne pas avoir d'argent liquide sur moi parce que j'en ai pas besoin. Je paye partout avec une carte. Voilà. Donc, voilà. Xavier, vous voulez peut-être rajouter un truc sur ce sujet? Non, mais j'allais parler de l'insécurité des petits commerces, etc. Mais Sébastien y a fait déjà référence. Donc, ok, voilà. Sujet intéressant. Enfin, vous avez compris que c'est un sujet qui nous intéresse, dont on aura certainement l'occasion de reparler à l'occasion d'autres news, puisque vous le savez, ce que l'on fait ici, c'est chaque fois un petit peu notre revue de presse, ou la revue de presse en tout cas de ces deux chroniqueurs que l'on réalise de manière hebdomadaire. On en est à la lettre I. I comme insolite, qui pourrait être aussi la lettre I comme IFA. C'est vrai qu'en tant que podcast technologique, on n'a pas beaucoup parlé d'IFA, quoique si on a parlé de quelques news qui ont été délivrées à l'occasion de ce grand salon, de cette foire commerciale à Berlin. C'est un peu le CES européen, l'IFA, vous le savez, et c'est l'occasion pour les marques d'amener des nouvelles choses. Des choses des fois intéressantes, des choses des fois moins intéressantes. C'est pour ça qu'on n'en parle pas systématiquement dans les technos, parce que dedans, il y a c'est vrai, des téléviseurs, Wika, il y a des nouveaux frigos, des nouvelles façons de cuisiner, des machins qui sont un petit peu redondantes, qui reviennent régulièrement, qui sont de l'ordre du gadget, et puis des choses insolites. Casques des oreilles. Il y a des in-ear, par exemple, qui permettent d'aller nager, des choses comme ça. Bon, très bien, tant mieux. Ici, Xavier, tu as épinglé les choses, les bidules un peu insolites présents à l'IFA. C'est des trucs qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Ouais. Disons qu'effectivement, à l'IFA, il y a beaucoup d'évolutions technologiques. Il y a beaucoup de choses qui font plus, qui font mieux, etc. Moi, j'ai voulu, dans cette lettre I, parler de ce qui est un petit peu plus insolite à l'IFA. Et on a relevé, par exemple, une valise qui s'appelle iPorter, et qui est une valise cabine à roulettes qui va en fait suivre son propriétaire partout. Donc on a déjà vu, je crois, des prototypes de ce genre de choses, mais ici, apparemment, c'est assez convaincant. En fait, ça fonctionne avec un laser qui est un laser intégré qui détecte la présence humaine, qui se cale sur la cadence de pas de marche dans les couloirs de l'aéroport ou de la gare. Bon, c'est pas encore capable de monter les escaliers roulants ou les escalators en Belgique. Et il n'est pas encore impossible que l'iPorter se trompe de propriétaire. Donc pour ça, ils ont pensé en plus à un petit bracelet Bluetooth à porter, qui va là permettre vraiment d'identifier avec certitude le propriétaire, et vous n'avez plus besoin de tirer ou de porter votre valise, puisqu'elle va vous suivre comme un petit chien, et c'est annoncé au prix de 1 500 €. Il paraît que le monsieur qui présentait la firme en question, il y avait un démonstrateur qui ne faisait qu'une seule chose, c'était se promener sur le salon IFA avec sa valise, qui la suivait un petit peu partout. Et de temps en temps, c'est vrai qu'elle suivait une dame, peut-être qu'elle préférait suivre les dames, ou par exemple si elle était peut-être jolie. Peut-être. Et puis, tu t'es déjà passé au niveau d'une valise aussi. AEG, une firme bien connue dans tout ce qui est d'accessoires de cuisine, était également à l'IFA. Équipement cuisine notamment. Ouais. Ici, ils ont développé une taque de cuisson qui s'appelle le Sense Pro Hub, qui a des fonctionnalités intelligentes qui s'appellent notamment Sense Boil et Sense Fry, en fait, qui sont équipés de capteurs qui sont résistants à la chaleur et qui sont capables d'empêcher, par exemple, une casserole de déborder une fois que la casserole commence à bouillir très fort, ou bien qui va, en fonction de l'aliment que vous allez encoder, donc vous allez encoder le type d'aliment
que vous allez cuire. Et si c'est par exemple un steak, il va mettre directement la casserole ou la poêle à la bonne température et la maintenir à cette température-là exacte. On sait par exemple qu'il y avait Benoît qui était fan d'un produit qu'il avait présenté dans un hors-série pour maintenir la cuisson dans une casserole via l'eau vide, pour maintenir vraiment la température exacte. Ben ici, c'est un petit peu le même principe de ceci, mais avec des fonctions, par exemple, vraiment qui vont détecter automatiquement et avec des capteurs sans fil, donc on ne doit plus rajouter quelque chose dans la casserole ou dans l'élément de cuisson. Ça va se faire un petit peu tout seul et le système va également, par exemple, pouvoir prendre contrôle automatiquement de la hotte, de l'éclairage, depuis l'attaque de cuisson en fonction des besoins qui sont détectés. En matière de cuisine, à l'IFA, manifestement, c'était une tendance, tout ce qui était justement discussion avec sa cuisine, j'ai presque envie de dire. Le fameux frigo connecté, vous savez, celui qui va miner du Bitcoin ou qui va faire de la compression par le milieu dans certaines séries comme Silicon Valley. On les voit en vrai, en fait, maintenant, dans les salons tels que l'IFA. C'est plus de la science-fiction. Je me demande encore qui utilise ce genre de truc. Moi, ça me paraît toujours un petit peu farfelu, mais bon, soit. Il y avait d'autres trucs sympas ou... Oui. Alors, il y a un dernier... Sébastien voulait juste dire un truc. Parole à Sébastien, s'il vous plaît. Oui, sorry, parce que tu dis qui utilise ce genre de bidule. C'est parce que je n'ai pas la possibilité de changer mon frigo. Peut-être qu'on en reparlera un jour dans un prochain numéro. Mais j'ai acheté une petite webcam qu'on colle à la paroi du frigo à l'intérieur et qu'à chaque fois que tu fermes la porte, fais une photo de l'intérieur de ton frigo et te l'envoie sur ton GSM. C'est juste génial. Et ça sert à quoi? À savoir s'il te reste le truc que tu voulais dans ton frigo avant de rentrer chez toi ou de passer au magasin. Je trouve ça super drôle. Pour savoir si le chat est rentré dans le frigo ou pas. C'est pour savoir si l'ampoule s'éteint. C'est très important aussi. Savoir si la lumière s'éteint dans le frigo. C'est très drôle. Voilà. Mais ça a coûté 3 francs 6 sous ton truc, non? Non, c'était un truc qui est assez bien fait. Ah bon, d'accord, ok. Xavier. Donc le dernier point que j'ai relevé, c'est une société allemande, DigiWell, qui propose un petit kit. En fait, vous avez certainement déjà vu des gens qui décident de se faire implanter une puce RFID pour activer automatiquement certaines choses. Par exemple, ouvrir des portes, se faire scanner automatiquement dans une société ou ce genre de choses. Ici, donc, c'est un petit kit qui va être vendu à partir de 75 €, qui va inclure une seringue stérile, des gants de chirurgien, et vous allez pouvoir, d'après le fabricant, en 1 minute et sans douleur, vous mettre sous la peau d'une phalange, vous mettre une mini puce, en fait, qui va vous permettre d'ouvrir votre voiture, d'entrer dans votre salle de gym, et de conserver vos données sensibles, par exemple, un petit peu comme dans une clé USB. Bref, c'est de la transformation humaine. Il y a un terme pour ça, je ne sais plus. Le transhumanisme. Voilà, le transhumanisme, on y arrive, si je ne me trompe pas. Mais donc, voilà. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Personnellement, je ne suis pas encore prêt. Apparemment, c'est assez récurrent, ce genre de truc, de produit. On avait déjà parlé l'année passée, justement, à l'occasion de l'IFA ou d'un autre salon, peu importe. Ça revient régulièrement. Va te faire pucer toi-même. En gros, c'est ça l'idée. Mais la particularité ici, c'est que c'est vraiment un do-it-yourself. C'est un petit kit à faire soi-même et que n'importe qui va pouvoir s'acheter à moindre frais, entre guillemets. C'est bien. Ouais, si je peux, je vous enjoins. Alors, c'est pour quasi tous les sujets de Xavier Dujour, à aller regarder une série de Netflix, une série documentaire qui est sortie, je pense que c'est la 2e saison, Dark Web, de mémoire, qui parle effectivement dans le premier épisode d'abord tout ce qui est glauque sur le web, et puis de toute cette partie transhumanisme, de mec qui fait des puces, etc. Donc il y a plein d'épisodes, je veux dire quasi un par un, tu es en train de faire les news aujourd'hui qui refont cette série. Donc, allez voir, c'est et c'est pas fini, j'ai envie de vous dire.
Lettre S dans ce 178e épisode, S comme social. On va parler de Facebook. Apparemment, il y a une vague de désengagement aux États-Unis par rapport à en tout cas, l'application Facebook, Sébastien. Ouais, c'est juste quelques chiffres. C'était intéressant de voir le retour post-scandale Cambridge Analytica et tout le bazar. Donc il y a eu une petite enquête qui s'est faite ces dernières semaines. Et alors 74% des personnes interrogées disent qu'ils ont modifié leur manière d'interagir avec le réseau social, mais surtout, il y a presque un quart des personnes qui ont décidé de supprimer l'application de leur téléphone. Ouais. Donc un quart des personnes, c'est pas rien, ça fait 26% même, hein, pour être hyper précis. Ça fait quand même des millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et alors après, il y a, quand on va un peu plus dans le détail, c'est encore plus intéressant, c'est que les comportements sont différents en fonction des tranches d'âge. Voilà, sans rire, mais les personnes plus âgées sont moins enclines à le désinstaller, probablement pour essayer de garder le contact, parce que changer un autre réseau social, c'est pas tendance. Qui sont beaucoup moins, hein, je sais plus, c'est 12% sur les personnes de plus de 65 ans, et par contre 44% pour les 18 à 29 ans. Donc là, c'est quand même quasi une personne sur deux pour les moins de 30 ans qui ont supprimé Facebook de leur téléphone. Non, mais peut-être sur Instagram ou d'autres. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres réseaux sociaux. Ouais. Ouais. C'est à moitié étonnant hein, quand on voit il y a aussi une espèce de paranoïa par rapport aux applications qui vont chercher de l'information là où elles ne devraient pas être, enfin tu vois, aller chercher tes contacts, etc. Et il y a eu des histoires troubles, il y a eu des fake news autour de ça aussi, mais il y a de temps en temps, c'est vrai, des news qui apparaissent où on dit bah voilà, telle application est un petit peu indiscrète et va puiser un petit peu dans votre carnet de contacts pour avoir des nouveaux abonnés, des choses comme ça, donc forcément ça n'aide pas. Moi, de ce que nous on voit sur le terrain et ce qu'on lit sur tout ce qui est retail et marque, on voit plus les gens qui aujourd'hui s'attachent à des sociétés qui s'engagent philosophiquement, tu vois. Voilà, ils vont faire le bien. Facebook ces derniers mois, on peut pas dire qu'ils ont vraiment été le bon élève de la classe, c'est-à-dire on s'engage sur le bien. Leur image est vraiment mauvaise pour le moment, et donc je comprends qu'il y ait un certain recul des utilisateurs. Si en même temps Facebook était la mère Teresa de 2018 et qu'ils allaient investir dans plein de choses, probablement que les gens auraient réagi différemment parce qu'ils disaient au moins mes données elles servent à quelque chose de positif. Oui. Ici, c'est juste à faire un peu plus d'argent à un gars sur la planète. Bah, ok, il fait des trucs positifs, hein, je critique pas là-dessus, mais son image n'est pas liée à ça. C'est vrai qu'on en parlait lors d'une autre lettre par rapport à Google. On critique souvent Google sur certaines choses, mais ils ont aussi des applications qui refont monter un petit peu leur cote, ou en tout cas avec des visées. Voilà, ils s'investissent davantage dans d'autres domaines. Bon, est-ce que ça équilibre complètement ? J'en suis pas tout à fait convaincu, mais d'un point de vue communication, ça tient debout. Clairement, voilà, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Donc, je ne sais pas si Xavier avait un truc à rajouter sur ce sujet ou on peut passer à la suite. Non, mais en parlant des sujets que Google développe, il faut savoir que, en tout cas, si c'est toujours le cas, Google a une politique où, pour certains de leurs employés, ils vont laisser un certain pourcentage du temps de travail des employés à consacrer à leurs projets propres. C'est vrai que développer d'autres choses. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les infos pour l'instant, parce que c'est les 20 ans de Google. Hein. Ils ont fêté leur anniversaire cette semaine, me semble-t-il. Et chacun y va un petit peu de son article concernant les 10 choses ou les 9 choses que vous ne savez pas ou peut-être pas sur Google. C'est l'une d'entre elles. C'était vrai à une époque, je pense, que le vendredi était un jour consacré à des projets personnels. Hein. C'est ça l'idée. Donc un cinquième de leur temps, du temps des employés. Et c'est comme ça qu'ils ont fait certaines applications. Par exemple, SketchUp, par exemple, ça a été fait sur du temps de... Gmail aussi. Et Gmail également. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si c'est rentré un petit peu dans la légende maintenant. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Pour moi, ça l'est plus. Je pense pas non plus. J'ai pas l'impression parce qu'il n'y a plus rien de bien qui ressort. Là, je suis mauvaise langue. Je suis désolé. Je suis mauvaise langue.
Allez, ça c'est un sujet techno de chez techno, j'ai envie de dire, parce que il y aura pas de source. La seule source qu'il y a pour ce sujet, c'est Sébastien lui-même. C'était comme télé ou télévision. Comment en Belgique avoir Molotov TV ou Canal Play. Vous savez qu'il y a cette problématique, enfin bien connue maintenant, hein, de géoblocage en raison des droits télévisuels, etc., et droits artistiques et autres. On va pas vous refaire le dessin, hein, je pense que c'est quelque chose qui est connu maintenant. Sébastien, malgré tout, cette technologie qui permet de géobloquer a ses limitations. Manifestement, il y a des trucs. Oui, et alors, en fait, mieux que ça, l'Europe a interdit le géoblocage. Donc, pour effectivement ce type de contenu, si tu as acheté ton abonnement en France, Oui. tu es français, tu dois pouvoir le regarder en Belgique. C'est ça, oui. Mais Si ça tu peut pas. payes, si tu payes pour le contenu, Tu dois pouvoir le voir dans toute tu dois l'Europe. pouvoir le voir partout. Par contre, le contenu gratuit, là, il n'y a pas d'obligation de la plateforme à le rendre disponible en dehors du pays d'origine. Mais par contre, Non, s'il y a un abonnement payant, pas là, encore. oui, voilà, pas encore. Mais s'il y a un abonnement payant, là, il faut être disponible, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui n'était pas le cas auparavant, tu prenais en Belgique Proximus TV, tu allais en vacances, tu ne pouvais pas regarder les chaînes belges à l'étranger, c'était uniquement sur le réseau de Proximus. Mhm. C'est fini depuis le mois de mai, donc ceux qui sont partis en vacances ont pu profiter de leurs applications habituelles. Le problème, c'est que effectivement, quand nous on regarde la Belgique, la France a un contenu à disposition qui est beaucoup plus riche que ce que nous on a. Beaucoup plus de chaînes. Je dis pas que les contenus sont meilleurs, je dis juste il est plus riche, hein, il y a beaucoup plus de chaînes, c'est un fait. Pour les Les 4 francophones. millions, ils sont 60. Pour Pour les les, francophones. pour les francophones. N'oubliez pas qu'en Belgique, on a Oui. également une communauté germanophone et néerlandophone. Alors, Et ils nous les écoutent Français, pas. qui ne nous écoutent pas, ou peu, et eux, ils ont du contenu néerlandais, par exemple. Néerlandais. Mais ça, il n'y a pas Molotov là-bas, donc nous, moi, Non, je me concentre sur les francophones qui nous écoutent. Hein, ils ont juste Quizark, tout ils ça. ont juste le cocktail. Voilà. Pas- Et donc, il y a 2 apps, effectivement, en France qui donnent du contenu qui sont assez sympathiques que nous, on ne peut pas avoir en Belgique parce que nous ne sommes pas français. La première, c'est Molotov, hein, qui donne accès, effectivement, à toute une série de chaînes en streaming, simplement, TF1, M6, De que l'IPTV, sais-je, quoi. de l'IPTV classique. Mhm. Et donc, pour pouvoir utiliser Molotov, tu dois l'installer sur ton téléphone. Tu peux pas l'avoir aujourd'hui en Belgique parce que tu n'es pas sur le Play Store. Qu'à ça ne tienne, tu peux aller chercher l'APK sur un Play Store alternatif, tu l'installes. Molotov l'a prévu, tu peux toujours pas le jouer avec, c'est dommage pour toi. Tu dois créer un compte et associer une carte de crédit française. Mhm. Eh bien, il existe des sites, effectivement, où, en tant que Belge, tu peux acheter une carte de crédit française en ligne. Et Molotov n'y voit du coup plus que du feu. C'est PVS Mastercard, mais il y en a certainement d'autres. Je vous enjoins à essayer. Dépensez pas tous vos sous non plus. Mais c'est le seul check que fait Molotov, c'est de savoir que tu as une carte de crédit française. Et à partir du D'accord. moment où tu as installé l'application, c'est parti. Tu peux prendre, effectivement, un compte qui te permet de regarder les télés totalement légalement en Belgique. Hein, parce qu'au final, tu payes pour le service aussi. Hein, t'es pas non plus... C'est juste que c'est pas leur volonté d'attaquer les autres marchés, question de droit, etc. Mais bon, voilà, donc le Belge n'est plus exclu de Molotov. Molotov est quand même assez strict. Hein. S'ils voient ton compte que tu te rends en Belgique, ils ont quand même dit on fermera quand même ton compte, tant pis pour toi. Bon, voilà, ça, soyez prévenus, c'est pas un blanc-seing. Est-ce que cette méthode-là n'est pas aussi... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas en plus cette restriction liée à l'adresse IP qui est localisée nationalement, Non, justement. etc. Non? Ah bon? Non, Ok. justement, ici, quand tu payes un abonnement chez eux, je ne dis pas sur les offres gratuites, pour pouvoir profiter c'est ça. de Molotov à l'étranger, tu dois utiliser la version payante, hein, c'est D'accord. normal. Ouais. À partir du moment où tu utilises la version payante, tu peux le regarder en Belgique sans VPN. D'accord. Donc n'importe où, tant que tu veux, tu as juste à installer l'APK qui va bien. Ça fonctionne sur téléphone, testé et approuvé. Ça fonctionne sur la Shield, testé et approuvé. Donc ça, c'était le plus compliqué des deux. Canal Play, le deuxième, hein, qui lui te permet d'avoir toute une série de films que tu ne peux pas avoir effectivement sur Molotov, parce qu'ils ont un catalogue qui est assez énorme. Canal Play, c'est encore beaucoup plus facile, parce que là, la seule validation que fait Canal Play, c'est se baser sur la limitation du store Android. Donc tu vas chercher l'APK, tu l'installes, tu crées ton compte, tu payes, tu en profites. D'accord. Donc, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment juste, tu l'installes d'une manière alternative, et à partir de là, tu peux créer un compte, et ça fonctionne sans aucun problème.
Ça fonctionne aussi sur la Shield, ça fonctionne sur tous les téléphones Android. Sur iPhone, c'est plus compliqué évidemment pour la charger. Mais en tout cas, si vous avez des périphériques Android, il n'y a aucun problème pour regarder ce genre de service, en tout cas maintenant en Belgique. Voilà, peut-être que demain, ils devront ajouter d'autres restrictions pour pouvoir prouver que tu es français. Là, bon, bah voilà. Désolé pour vous, mais en attendant, vous pouvez jouer. Ok, bon, on voit maintenant ce que tu fais. J'ai envie de dire de tes vacances. Alors que je vois Xavier qui est frisé dans la fenêtre d'à côté, me semble-t-il. Est-ce que vous m'entendez par contre? Oui, on t'entend très bien, c'est juste ton image. Mais on te voit, voilà. On te voit aussi, tu es juste très concentré dans l'image, mais on t'entend. Je me disais aussi... Heureusement, l'arrêt sur image aurait pu être plus désagréable. C'est vrai. Mais ça veut dire quand même que ce système-là fonctionne bien, donc on a toujours Xavier avec nous, c'est une bonne nouvelle. On est en direct du... Voilà, de la cave. Xavier, comment ça va? Donc voilà, ça c'était juste pour la petite histoire. Pour ceux qui ont l'image, ils auront tout de suite compris. Ok, bon ben voilà, on sait ce que tu fais de tes vacances maintenant, hein, Sébastien. Voilà, c'était pour essayer. Moi, quand on me l'interdit, j'ai envie d'essayer. Mais il y a une vraie problématique justement par rapport, tu le disais, à cette obligation européenne d'être accessible dès le moment où c'est un service payant en dehors de son pays d'origine, mais tout ça dans le cadre de l'Europe. Et évidemment, c'est comment savoir réellement si une personne est bien un résident national du pays, etc. Je sais par exemple que la chaîne nationale chez nous, la RTBF, utilise le numéro de téléphone, je pense, le numéro de GSM. Si on a une facture de téléphonie mobile belge, on est considéré comme belge. Alors que là aussi, pour un Français par exemple, ce serait très simple de venir ouvrir un compte en Belgique. Alors, tout à fait. Pour la petite histoire, je me suis renseigné pendant ces vacances-ci parce que j'avais un petit peu dépassé mon forfait data. Il s'avère qu'en France, ils ont des offres, je vais pas citer les marques, mais ils sont parfois très intéressantes par rapport à ce qu'on a nous en Belgique, qui inclut des communications internationales. D'accord. Donc c'est juste qu'on aurait un numéro français. Mais je me suis renseigné, j'ai appelé la marque qui m'a dit qu'on pouvait tout à fait, en tant que Belge, souscrire à un abonnement français, mais que la seule contrainte, c'est que pour pouvoir souscrire à cet abonnement, il fallait nécessairement d'abord disposer d'un numéro de compte français, simplement pour l'enregistrement. Et puis dès que le compte français est répertorié, on peut annuler la prise en compte de ce numéro de compte et passer sur une carte de crédit. Donc c'est un peu con, mais c'est ça qui m'a empêché de souscrire à cet abonnement pendant les vacances. Mais Xavier, si tu veux, tu peux utiliser la même technique que Molotov. C'est une carte virtuelle, PVS Mastercard, il y en a certainement d'autres, qui te permet de créer effectivement ta carte Mastercard virtuelle. Et j'étais on ne peut plus surpris qu'à partir du moment où j'avais créé cette carte et validé mon compte, en donnant ma carte d'identité belge, parce que tu dois donner une photocopie de ta carte d'identité, donc ils voyaient bien que j'étais bien belge, ça ne pouvait pas le louper. En donnant simplement ça, ils m'ont envoyé un courrier pour valider que mon adresse était réelle. J'ai rentré le truc, et grâce à ça, ils m'ont donné un numéro de compte français. Ça m'a coûté 1 €. Donc voilà. Voilà. Petite astuce, si vous avez l'occasion de l'expérimenter ou pas, c'est vous qui voyez, effectivement, ça risque et péril, comme on dit dans ces cas-là, mais en tout cas, c'est pour une fois, c'est pas dans la revue de presse, c'est une news de chez Sébastien, tout simplement. On peut passer peut-être à la suite. On a un de nos chroniqueurs qui est figé, qui est, j'allais dire givré, mais c'est pas... C'est pas le cas, mais qui est vraiment... voilà, il est là, il est très concentré, il attend avec impatience de pouvoir intervenir, on l'imagine bien, sur la suite du contenu. On est à la lettre T comme transhumanisme. Non, T comme... pardon, j'ai sauté une ligne. T comme télécom. Télécom, on va parler de Skype, ça tombe bien. Skype marche très bien, en fait. Mais quand Skype calait, on n'avait plus d'image du tout, on n'avait plus de son du tout. Ici, on a encore de l'image et du son, donc on est plutôt content. Skype a une nouvelle fonctionnalité, Xavier. Voilà, donc je vais vous parler depuis l'Ouzbékistan de Skype, qui a une nouvelle fonctionnalité, effectivement, qui permet d'enregistrer non seulement maintenant les télécommunications audio, donc les communications audio, pardon, mais aussi les enregistrements vidéo.
Alors, dans le cas précis ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, puisque ce n'est qu'une photo, mais vous allez donc pouvoir enregistrer ce contenu pendant 30 jours. Alors, évidemment, pour des questions de sécurité ou de respect de la vie privée, etc., tous les participants à la réunion sont avertis que vous allez procéder à l'enregistrement. Et en plus de ça, cet enregistrement va être disponible pour chacune de ces personnes. Donc, chaque personne va pouvoir enregistrer le contenu que vous avez décidé d'enregistrer à un moment. Pouvoir le récupérer. Donc c'est Microsoft qui a pensé à ça, qui est pas mal, mais il y a une petite controverse par rapport à ça, c'est que pour le moment, il faut disposer de la version de Skype pour cette fonctionnalité. Ceci dit, sur Microsoft Windows 10, eh bien, quand on veut télécharger ça, on n'y a pas accès parce que pour le moment, Microsoft veut absolument imposer la version de Skype qui est fournie via le Microsoft Store. Alors, apparemment, cette prochaine mise à jour devrait apparaître en octobre, mais pour le moment, donc, il faut absolument la version Skype Desktop qui est difficilement accessible quand on est sur Windows 10. Il force vraiment, c'était d'ailleurs un des problèmes qui avait été évoqué quand je vous avais parlé des différents choix techniques pour cette saison 5. Si je vous avais parlé du fait qu'on voulait un petit peu s'éloigner de Skype ou alors de le garder, mais pour des raisons de sécurité, ce qui pourrait servir par exemple aujourd'hui, c'est aussi à cause de ce genre de cas particulier où il y a cette envie de propulser, entre guillemets, la version, une certaine version qui nous convient moins bien pour ce que nous on a à faire en tout cas. Soyons clairs, c'est pas une mauvaise version en soi, c'est par rapport à nos besoins spécifiques que ça pouvait poser éventuellement problème. Et donc voilà, on a fait un choix et on constate que ça marche plutôt pas mal. On peut peut-être passer à la suite du coup. Ah, ça on va pouvoir le faire, tiens. Transhumanisme, T comme transhumanisme, on va parler d'un bras bionique. Si vous vous rappelez, les plus vieux en tout cas se rappellent de cette fameuse série, l'homme qui valait 3 milliards. 3 milliards de quoi, on ne sait plus très bien, mais voilà. Le fameux bras bionique, c'est une réalité maintenant, c'est possible, Sébastien. Oui, et donc je pense que c'est la première fois dans 5 ans que nous avons le T comme transhumanisme. A priori, donc je me suis... C'est possible, hein, c'est une première. Donc on a 2 news cette fois-ci sur ce numéro, sur ce point-là. Je me suis rajouté pas mal de sources pendant l'été parce que je trouvais ça très amusant. Donc voilà, si ça vous plaît, faites quand même un commentaire. Mais d'abord, on va vous parler de ce que c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est le principe de penser que effectivement on peut améliorer l'être humain grâce à la technologie, non pas forcément parce que vous avez un membre manquant. Ici, si on parle du bras, vous avez perdu un bras. On peut vous le remplacer par une prothèse qui est plus ou moins intelligente et plus ou moins, comment dire, améliorée par rapport à votre membre existant. Ici, c'est plus la volonté de transcender ce qui est possible avec l'être humain en remplaçant tout ou partie de ce que tu as. Donc, te dire, ton bras aujourd'hui, il peut soulever ou casser un truc qui est suffisant d'un tel poids, puis demain, tu veux pouvoir faire beaucoup plus fort. C'est l'augmenter. L'augmenter, c'est ça. Donc, l'augmenter, le rêve de pouvoir avoir une vision qui voit dans le noir ou à des millions de kilomètres. 1 million de kilomètres, ça va être difficile, mais tu vois, soulever des charges, soulever des charges lourdes, courir sur une voiture, etc. Courir plus vite. Faire l'amour plus longtemps. Ah non, pas ça. Voilà. C'est possible aussi. Ouais, peut-être. C'est possible, oui. Et ici, effectivement, donc voilà, ça c'était l'intro sur ce que c'est, avec plus ou moins de scandales suivant ce que les gens font, c'est plus ou moins apprécié parce que voilà, c'est un peu extrême parfois comme tendance. Ici, c'est tout à fait gentillet. C'est un site qui propose à la vente des modèles 3D pour pouvoir imprimer ton bras bionique. Alors, c'est pas pour remplacer ton bras quand tu l'as perdu, c'est vraiment pour avoir un 3e bras pour pouvoir faire une série de gestes supplémentaires. C'est vraiment juste pour le plaisir de l'art, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas quelque chose qui va... Il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment le plaisir pour une centaine d'euros. Ils te donnent tous les
tous les modèles, pour pouvoir imprimer toi-même ton bras et faire le projet. Voilà, c'est vraiment le pur plaisir. C'est un peu le principe aussi, hein. Parfois, ça n'a pas juste de valeur, c'est juste voilà, faire quelque chose de mieux que ce qu'on peut faire avec l'humain. Ici, le mieux est encore très peu, voilà, très peu valorisant, hein. On n'a pas quelque chose d'excitant, mais moi, je trouve ça assez drôle. Oui, non, mais c'est bien. Et en plus de ça, oui. Ça me rappelle un magazine que je lisais quand j'étais enfant, qui proposait chaque fois tout des bricolages. Et il y avait un bricolage qui était justement une main animée comme ça, où on actionnait des fils avec ses doigts pour oui, c'est vrai. activer la création. Ça me parle ce que tu dis. Mais en même temps, même si c'est pour la démonstration, j'ai envie de dire que ça peut donner des idées à des gens pour donner un coup de main. Le mot est peut-être mal choisi pour le coup, mais à quelqu'un qui a justement un problème peut-être simplement de mobilité, sans parler d'avoir un bras en moins, hein, simplement d'avoir une aide supplémentaire, de pouvoir faire des choses. On sait qu'aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, on sait faire beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, mais on peut faire des choses très bien aussi, quoi, et très utiles. Tout à fait. Il y a eu d'autres projets, hein, je vous invite à rechercher ça sur Google, où un mec qui effectivement a un moignon de bras s'est amusé à imprimer toute une série de prothèses par lui-même, hein, pour pouvoir remplacer son bras. Et le gars, effectivement, en a fait tout un show en expliquant que voilà ce qu'il a fait. Et maintenant, il est, je vais pas dire, il est très content de manquer un bras, mais il est très content de voir ce qu'il a réussi à faire de son bras et de l'utilisation qu'il en fait tous les jours. Oui. Donc voilà, c'est un peu les deux en même temps. D'un côté, remplacer ce qui est cassé, et de l'autre, effectivement, améliorer ce qui existe déjà. Moi, il y a des choses, par exemple, on parlait des personnes à mobilité réduite, qui permettent comme ça simplement de se lever des fois. Des fois, ça paraît, pour nous, ça paraît qui sommes tout à fait mobiles, etc. C'est simplement des fois de simplement se lever pour une personne qui est dans une chaise roulante toute la journée. C'est important, et un exosquelette peut, sur base de ce qui est proposé là, faire l'affaire entre guillemets, et permettre à des gens de vivre un peu mieux, d'avoir un petit supplément dans la vie. Moi, je trouve ça, c'est juste fort, et c'est juste à ça que ça sert, quoi. C'est la technologie, si elle sert pas à des trucs comme ça, et si c'est juste pour rigoler, ça a finalement fort peu d'intérêt, quoi. Dans ce 178e épisode des Technos, on parle 2 fois de transhumanisme. C'est la seconde fois qu'on en parle avec Sébastien toujours, je pense, ou avec Xavier, je ne sais pas. Je pense que c'est avec Sébastien. On parlait de nanorobots. Ça aussi, c'est un truc qui revient régulièrement, les nanotechnologies, mais ici, c'est contre le cancer, Sébastien. C'est ça. Et donc ici, c'est alors un professeur du NCNST, Yuliang Zhao. J'ai l'impression que c'est un truc asiatique, hein. Tu l'as presque bien dit. Voilà, merci. Merci pour cette confirmation. Parce que... Et donc les gars ont réussi à développer un nanorobot. Alors je ne sors plus les tailles, le truc est vraiment nanoscopique, on est dans les nanomètres. C'est vraiment... l'article est très long, très détaillé, c'est hyper intéressant. Le trait condensé, c'est ils ont réussi à développer ce nanorobot qui permet d'aller s'attaquer spécifiquement aux cellules cancéreuses. Alors la problématique, c'est qu'effectivement, développer des nanorobots qui vont tout faire exploser dans ton corps, ça semblait pas extrêmement compliqué, hein. Par contre, d'en faire qui vont attaquer des cellules spécifiques, les gars ont réussi. Et donc ici, ça s'attaque pas aux cellules, aux bonnes cellules, hein. Ils vont pas te faire exploser ton œil parce qu'il a trouvé un œil sympa sur le passage, mais uniquement les cellules cancéreuses. Et ils se promènent dans ton corps jusqu'à ce qu'ils trouvent ces cellules. Et quand ils les trouvent, ils lâchent une petite toxine dedans pour provoquer une thrombose dans la cellule cancéreuse qui va mourir. Tu meurs plus du cancer, tu meurs d'une thrombose. Voilà. Quoi. Oui, mais uniquement. C'est la cellule, juste la cellule qui va... C'est la cellule, il va tuer la cellule. Je vous invite vraiment à lire le truc, c'est passionnant. Et grâce à ça, effectivement, donc, ils ont essayé sur des souris, hein, ils n'ont pas encore au stade humain, ils ont essayé sur des souris, en reprenant effectivement des cancers humains qui transplantent à des souris. Pour souris, j'en suis désolé, mais c'est des choses qui se font depuis des années sur le cancer, et on sait développer des cancers humains sur des souris. Et donc les souris, après 24 heures, n'avaient plus, 24 ou 48 heures, de traces du robot. Donc le robot va après se suicider aussi. Il évacue dans le début du matin, c'est parti. Voilà.
Ouais. Voilà. Là, mais attends, vous trouvez ça très drôle, mais t'imagines, aujourd'hui, honnêtement, je trouve ça génial. C'est tellement, voilà, c'est surréaliste, c'est de la science-fiction, tu vois. Mais aujourd'hui, tu fais ça avec de la chimiothérapie où bah, tu as des effets qui sont juste incroyables. Demain, la chimiothérapie, c'est essayer de tuer le cancer sans tuer le patient. Mais la marge est plutôt étroite, quoi. Tout à fait. Ouais. Et ici, ils disent en 24 à 48 heures, on t'injecte un truc dans le sang. Nos petits robots, ils vont exploser ton cancer, et demain, tu peux retourner faire du sport, quoi. Ouais. Donc, le truc qu'ils proposent, même s'ils en sont très loin, c'est assez... ça veut dire que demain, délirant, quoi. Quand je dis demain, c'est dans quelques temps quand même, on pourrait prendre... On se chope un crabe, comme on a l'habitude de dire, hein, et on le soignera un petit peu comme quand on prend un antibiotique, quoi. Oui, c'est ça. Sauf que ce sera un robot. Sauf que c'est grâce à des techs. Ouais. C'est dingue, hein. Moi, je trouve ça complètement... Enfin, c'est de la science-fiction, pour moi. J'y connais rien en biologie, etc. Moléculaire et tous ces machins-là. Donc, quand j'entends des trucs pareils, ça me dit, ah bon, ok. Faut juste pas que le petit robot se fasse pirater, quoi. Non, oui, il faut pas bugger. Ils ont vérifié que... Il faut aller péter la bonne cellule. Le robot n'allait pas... C'est ça, ils ont vérifié que le robot n'allait pas dans ton cerveau pour faire des thromboses, ce qui là serait évidemment beaucoup plus dramatique. C'est le robot buggé qui va aller péter les cellules qui sont utiles. Genre, j'ai perdu la vue. Ah oui, c'est comme ça. T'avais pas ton bracelet Bluetooth. Bref, ça aurait pu être le oui mais non, mais c'est un oui mais non qui est positif quelque part. Hein. C'est très sérieux, donc voilà. Et c'était en même temps le sujet qui clôturait ce 178e épisode des Technos. J'espère que celui-ci, une fois de plus, enfin quand je dis une fois de plus, c'est un souhait aussi, vous aura plu. On remercie très fort mes deux petits camarades, Sébastien et Xavier, parce que je vous avoue franchement que ce début de saison et ce mois de septembre en particulier pour tout le monde dans l'équipe est assez éprouvant, on va dire, fatigant, et donc c'était pas évident, mais en même temps c'est un tel moment de détente que quand on sort de là on se sent un petit peu on a un peu évacué tous les problèmes, enfin presque tous en tout cas. Oui. Seb. Oui. Je peux juste remercier donc Ores qui m'a permis aujourd'hui d'avoir de l'électricité ce soir, même si donc le podcast n'était pas possible hier, mais aujourd'hui je les remercie de me laisser faire ce podcast et jusqu'à la fin du numéro. Donc voilà, j'espère qu'il en sera de même pour les prochains numéros. Merci. La semaine prochaine, on devrait faire ça avec Benoît et je ne sais pas qui d'autre. On va sans doute parler photos aussi, parce qu'il y avait des annonces photos à l'IFA, entre autres, du côté de chez Polaroid. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci Xavier également. On se retrouve tous les trois, très prochainement, j'imagine. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous voulez mettre des pouces vers le haut de préférence, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez des étoiles, faites ce que vous voulez. Nous, ça nous amuse. Et c'est très bien comme ça. Voilà, j'y suis arrivé. Merci à tous les deux. À très bientôt. Ciao, ciao.